Bonjour, bienvenue à nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Christophe Leher, je suis avant-vente spécialisé sur la plateforme DMP Adobe. Et aujourd'hui, mon rôle est très sympa, puisqu'il se limite et il consiste à vous présenter nos partenaires et notre client qui vont vous parler de valorisation d'audience à travers l'utilisation de plateforme DMP. Donc pour ça, je vais avoir le plaisir de céder la parole à Marc Negroni, qui est directeur général de Nextedia, puis Leroy Shilligan, qui est directeur général adjoint de Energy Group, et Emeric, qui est le consultant spécialisé sur tous les sujets autour de data, CRM, DMP, etc. chez Nextedia. Deux petits sujets d'intendance quand même, avant que je ne leur laisse la place. Vous pouvez poser des questions à travers l'application du symposium, première chose. Et deuxième chose, n'hésitez pas à tweeter, retweeter, live-tweeter, etc. le hashtag AdobeSimp. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci Christophe. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est impressionnant d'être dans cette salle. Tout d'abord, bienvenue. On a le plaisir de partager avec vous pendant 45 minutes un retour d'expérience sur un projet qui a été pour nous important et stratégique pour notre client Energy Group, à savoir comment valoriser la donnée et les audiences dans le cadre d'un projet DMP. On a choisi d'aborder 3 thèmes, puisqu'on a voulu que cette conférence soit assez interactive sur 25 minutes, puis 20 minutes de questions-réponses. 3 thèmes. Le premier, c'est repositionner le projet dans le cadre de son enjeu et de ses objectifs, puisque c'est un projet avant tout business. Il y a de nombreux projets DMP, mais celui-ci est un projet vraiment business, et comment il va incrémenter les aspects revenus et repositionnement du groupe Énergie sur ce marché. Le deuxième thème qui nous paraissait important, puisqu'il y a Adobe qui est effectivement notre grand partenaire, comment on a réussi à faire ce projet à 3 acteurs. Adobe en tant qu'éditeur, bien sûr le client, quel a été le rôle du client et les facteurs clés de succès de ce projet, et bien sûr le rôle de Nextedia. Et enfin le troisième thème qui est essentiel, c'est quels sont les résultats concrets et factuels qui ont été obtenus, puisque c'est un buzzword encore la DMP, et quelles sont les tendances et les perspectives 2017. Je terminerai cette rapide introduction pour remercier Leroy, notre client, pour la confiance qu'il nous a accordée pour ce projet important, et bien sûr ta présence aujourd'hui pour nous permettre de partager ce retour d'expérience. Merci, bonne conférence. Bonjour à tous. Donc, je suis Leroy Shillingford, DGA du digital à la régie du groupe Énergie. Et donc, je vais vous expliquer tout d'abord pourquoi nous avons choisi une DMP. En fait, comme vous le savez, le digital a beaucoup fait évoluer la relation entre l'annonceur et son consommateur. Donc, la question pour nous, en tant qu'éditeur et régie, c'était de savoir comment cette relation sur le digital et la data faisait évoluer notre rôle dans cet écosystème, dans cette relation à 3 qui existe sur nos sites. Donc, on s'est interrogé sur notre rôle et sur l'évolution. En fait, il semble que l'évolution de notre rôle soit pas si énorme que ça. C'est qu'on va juste préciser les choses. Donc, on a 2 interlocuteurs sur nos sites. Le premier, évidemment, c'est l'internaute, à qui nous proposons des contenus sur le divertissement, en l'occurrence surtout autour de la musique. Et l'autre interlocuteur, évidemment, ce sont les annonceurs, à qui nous proposons des espaces pour qu'ils puissent adresser notre audience. Donc, en analysant la data, ce qui est possible d'être fait, quels sont les outils, etc., et pourquoi on devrait le faire, on s'est rendu compte que clairement, la première raison pour laquelle nous allons intégrer une DMP, c'est pour pouvoir renforcer la relation que nous proposons entre l'annonceur et ses consommateurs. C'est vraiment là la première raison pour laquelle nous faisons une intégration d'une DMP. C'est vraiment pour renforcer cette relation, donc évidemment basée sur la data, comme on va le voir un peu plus tard. C'est pas la seule raison. Il y a aussi une raison du côté éditorial, c'est-à-dire que ce que nous pouvons faire pour la relation entre l'annonceur et l'internaute sur nos sites, nous pouvons évidemment le faire entre nos contenus et l'internaute. Mais la toute première raison reste quand même une raison autour de la publicité, donc sur le ciblage. L'idée, c'est de passer d'un mass média, c'est-à-dire que jusqu'ici, quand vous venez sur Énergie, vous communiquiez sur votre cible, on va aller chercher les thématiques qui correspondent à la cible de l'annonceur, là où Médiamétrie nous dit où on a le plus d'individus qui correspondent à la cible. Donc évidemment, il y avait une très forte déperdition entre le nombre d'impressions qui étaient diffusées et le nombre de personnes réellement sur la cible qui étaient touchées.
Donc l'objectif de la DMP, c'est vraiment de nous faire passer d'un mass média à une personnalisation de masse. Donc la personnalisation de masse, c'est effectivement aller faire quasiment du one-to-one en temps réel tout au long de la campagne publicitaire. Je vais passer la parole à Aymeric, qui va revenir sur les différentes étapes de l'intégration, et il sera un peu plus technique que moi. Je vais essayer pas trop pour que vous restiez avec moi. La première partie d'un projet DMP, c'est d'aller chercher vos données. Vos données, comme vous voyez, on a écrit multiples, hétérogènes et dispersées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va chercher des données sur un desktop, on les source pas de la même manière que quand on va les chercher dans une application. Pour ceux qui sont un peu techniques, justement, dans un desktop, on va se servir de l'analytics, on va aller chercher un tag, on va construire un data layer, et dans l'application, on va prendre un SDK, donc on va aller chercher tous les paramètres en direct. Donc c'est déjà deux méthodes différentes, et j'ai pris que deux supports. Ajouter ça à un troisième support qui peut être votre CRM, et ben je vais pas aller sourcer les informations de la même façon. Votre base de données elle est structurée, vous avez un modèle de données existant, on n'a peut-être pas besoin de tout dans la DMP, j'ai peut-être pas la possibilité de tout onboarder à l'intérieur de ma DMP. Donc il y a déjà une première étape qui est de dire quelles sont les données et comment je vais les sourcer. Une fois que j'ai fait ça, malheureusement j'ai pas avancé. Une fois que j'ai fait ça, je dois qualifier mes audiences. C'est-à-dire une fois que j'ai déterminé les données dont j'avais besoin pour mes business models, besoin pour mon use case, que ce soit là un use case média, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des use case CRM, il y a des use case CMS, etc. J'ai besoin d'aller chercher cette qualification qui va me permettre de créer des segments. Les segments, vous les connaissez tous sous la forme du CRM, etc. Là, quand on parle d'un segment DMP, on va quasiment et assez rapidement, Leroy en parlera en détail, parler de persona. Parce que je ne cherche plus uniquement une combinaison de critères, je cherche un rassemblement de population. Et c'est ce rassemblement de population qui aura une valeur ensuite quand je vais chercher à l'utiliser. Justement, quand je parle de l'utiliser, j'ai évoqué très rapidement quelques use cases, on va revenir un peu en détail dessus. Le premier use case pour un acteur média, c'est améliorer la performance des campagnes et augmenter le coût au contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme l'a dit Leroy, d'un mass média à une personnalisation de masse, je vais agir non seulement sur le volume, qui est mon critère principal, c'est le CPM que vous connaissez tous, mais à ce volume-là, je vais ajouter un critère qualitatif. Donc au quantitatif, je rajoute le qualitatif. Et c'est ce qualitatif-là qui constitue un premier relais de croissance. Ce premier relais de croissance, c'est la façon pour un acteur média de sécuriser des revenus sur son business model existant grâce à une DMP. Ça fait une phrase un peu longue, mais vous avez la logique. Ensuite, le deuxième aspect, c'est améliorer l'expérience utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que j'ai énormément de connaissances sur mon client, je vais être capable d'agir à chaque touchpoint. Quels sont mes touchpoints? Vous les connaissez tous. C'est est-ce que je suis capable de personnaliser une homepage quand quelqu'un arrive sur mon site? C'est est-ce que je suis capable de personnaliser un push notif, un SMS, un email à partir de comportements navigationnels? Je ne parle plus seulement des données qui ont été déposées dans un formulaire et qui arrivent dans ma base de données CRM. Je parle de réconcilier la façon dont se comporte un individu non identifié sur ma DMP. Une fois que j'arrive à faire ça, je commence à sortir de la valeur. Vous allez me dire, quel est le ROI? C'est le taux d'engagement. Le taux de revisite. C'est le nombre d'écoutes actives si on parle de énergie, etc., etc. Vous n'aurez pas sur l'engagement et sur l'expérience utilisateur un chiffre d'affaires. En revanche, vous l'aurez sur les campagnes médias. Dernier point, qui est un des principaux use cases pour une DMP, c'est la capacité à créer de nouveaux use cases. Les nouveaux use cases, ils consistent à dire la data, elle a une valeur. Qu'est-ce que j'en fais? La data d'énergie a de la valeur, la data de Carrefour, de Sodebo, de Danone, de Accor, de Nike, de Adidas, toutes ces datas-là, elles ont de la valeur. Quel est l'échange que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire naître de la valeur de cette data? Qu'est-ce qui m'intéresse chez Nike? Qu'est-ce qui m'intéresse chez Accor? Qu'est-ce qui m'intéresse dans la météo? Qu'est-ce qui m'intéresse dans le device? Etc., etc., etc. Vous avez des exemples un peu plus concrets, si j'en prends un. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un data for data. Ça veut dire, je vous donne toutes les datas de ce démo, vous me donnez toutes les datas comportementales sur une population que vous avez croisée et vous avez identifié, je sais pas, 50% de taux de match entre vos deux audiences. Ça, c'est un premier exemple qui est extrêmement simple. Vous en avez d'autres, qui est le media for data. Est-ce que je peux proposer une partie de mon inventaire en échange de qualification de données? En 2 secondes, on vient de citer 2 use cases qui n'existaient pas jusqu'alors et qui sont uniquement fondés sur la data. Et je pense que c'est très important de comprendre que la DMP, on cherche toujours les use cases, on cherche toujours les ROI, ils sont vraiment là. Alors, un projet DMP,
c'est 4 grands chantiers. Un projet DMP avec Adobe Audience Manager, bien sûr, parce qu'il n'existe qu'une DMP sur le marché. Hein. Le setup de la plateforme, c'est toute la partie qui va concerner Adobe. C'est justement mettre à disposition la plateforme, créer les droits utilisateurs, mettre à disposition les modules d'échange de données, mettre à disposition les reporting, etc., etc., etc. C'est vraiment du setup de plateforme au sens logiciel, en SaaS évidemment. Le deuxième chantier, c'est l'implémentation de votre périmètre. Vous avez identifié vos sources, vous savez ce que vous voulez qualifier comme audience, et maintenant vous cherchez à faire toute la chaîne. Le premier élément de la chaîne, c'est ce qu'on disait au départ, la complexité à sourcer ces données. Où sont-elles ? À quel point elles sont utiles pour mon business et quelle est la facilité de les récupérer. À partir de ça, vous créez une matrice de priorisation et vous êtes capable de dire mon lot 1 c'est ça, mes données primaires c'est celles-là qui vont me faire du chiffre d'affaires rapidement, mon lot 2 c'est celle-ci, c'est ce qui met un nice to have, et mon lot 3 secondaire, je verrai comment je m'interroge à les récupérer plus tard. Première étape. Deuxième étape, la rédaction des specs techniques. Pourquoi ? Parce que c'est pas vous, concepteur de ce projet ou à l'initiative de ce projet, qui allez les développer sur site. Vous aurez besoin de vos ressources IT. Vous aurez besoin de vos développeurs, de développeurs JavaScript, de gens qui maîtrisent les SDK, de gens qui savent ce que c'est qu'un data layer, de gens qui maîtrisent l'analytics, etc., etc., etc. Et ça, c'est vraiment conjointement avec les consultants techniques d'Adobe qu'on rédige des specs de façon à ce qu'ils soient compréhensibles par tous, réutilisables, parce qu'on n'oublie pas qu'un projet DMP c'est pérenne et que vous aurez plusieurs supports dans le temps. Enfin, troisième étape, c'est le dev justement. Le dev, il faut pas le négliger parce que vous avez tous des projets en cours, une refonte d'appli, une refonte de site, un passage en responsive, un SSO à mettre en place, etc., etc. Et le projet DMP, il doit s'inclure dans votre comment actuel. S'il s'inclut pas dans votre comment actuel, vous allez à l'échec parce que vous allez prendre du retard. Donc, dans les médias, nos CGV, c'est en septembre. Si jamais je m'engage en septembre à avoir une DMP opérationnelle et que j'ai pas fait l'effort de regarder ce que j'avais dans le Kanban au niveau de l'IT, je vais prendre 2 mois dans la vue. Et si je prends 2 mois de retard dans la vue, je suis plus à jour pour mes CGV, donc mon impact sur le marché de visibilité avec le fait que je me sois équipé avec une DMP, il est KO. C'est fait exprès que ce soit un peu anxiogène. Dernier élément, c'est la recette. Une fois que c'est développé, on a fonctionné comme ça avec Leroy et on fonctionne comme ça sur d'autres projets. C'est Nextedia qui prend en charge la recette jusqu'à ce que ce soit prêt pour validation. Parce que nous, on commence à avoir l'habitude justement d'aller vérifier que vos données remontent bien, etc., etc. Je vais pas refaire le schéma. Et que ça fonctionne bien à partir du moment où il y a une dernière implication chez le client. On ne prendra jamais, nous, Nextedia, la responsabilité de valider la recette d'un sourcing DMP. Parce que c'est pas notre job et qu'il faut absolument que vous soyez impliqués dans le projet. Nous, on va vous dire, ça fonctionne, vous pouvez faire le dernier check et une fois que vous avez fait le dernier check, on passe en prod. Troisième chantier, vous avez exploité toutes vos données qu'on appelle les données first party. Je l'ai pas précisé en amont, mais évidemment les données first party, c'est celles que je possède. Et maintenant, je vais devoir aller chercher toutes celles qui me manquent. J'ai 3 possibilités pour le faire. Ces 3 possibilités-là, il faut d'entrée de jeu comprendre qu'elles sont payantes. La première possibilité, c'est l'onboarding. L'onboarding, je pense que vous commencez tous à savoir un petit peu ce que c'est. C'est digitaliser ma base de données. Ça veut dire transformer de la donnée offline issue de ma base de données CRM en données online en associant à un cookie. Comment je fais ? J'ai 3 acteurs sur le marché. Je peux pas les citer parce que sinon je vais refaire un peu de pub gratos. Mais vous en avez 3, ils sont pas difficiles à trouver, qui permet de réconcilier un cookie avec votre base de données. Ils ont une base d'email colossale, vous leur donnez votre base d'email, cryptée évidemment, etc. Enfin, je passe les détails techniques, et ils vous ressortent les cookies correspondants. Ça, c'est la première partie. J'ai digitalisé une partie de ma base de données. Deuxième, second party, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Accor, Danone, etc. Je crée un deal avec un partenaire. Troisième, third party. C'est tout ce que vous allez aller chercher comme données intentionnistes. Quand je cherche une personne qui veut voyager dans les 15 prochains jours au Japon, c'est un third party qui va me les donner. Quand je cherche un intentionniste achat BMW série 1 dans les 3 mois, c'est un third party qui va me la donner, etc. Sauf si je suis partenaire de BM, etc., etc., etc. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a différents types de données et que ce sera à vous de créer votre mix, votre cocktail, votre expérience entre les différents types de données qui existent et l'allocation du budget que vous voulez en faire. Je
te laisse faire le dernier parce que je pense que... Donc le dernier, effectivement, c'est l'exploitation de la DMP. Et là, on a pris un exemple de campagne. Donc je vous donne pas trop de détails sur la campagne parce qu'en fait, elle n'a pas encore eu lieu. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un annonceur qui nous demande 3 critères de ciblage et les 3 doivent se cumuler. Il n'en faut pas un des 3 pour afficher la campagne, il faut les 3 ensemble. Donc l'âge, la géolocalisation et un centre d'intérêt. Alors c'est un très bon exemple parce que c'est typiquement le genre de campagne que nous pourrions pas faire avant la DMP. En fait, les 15-34 ans, on aurait pu aller les chercher par affinité, mais il y aurait eu une très grosse déperdition d'impressions, notamment à cause du 3e critère, qui est sport de glisse, sur lequel nous n'avons aucune information sur les sites énergie. On n'a pas de rubrique autour du surf. Enfin, on n'a rien qui pourrait nous dire les gens sur cette thématique, a priori, sont fans de sport de glisse. Donc, c'est une donnée forte partie que nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs. Pour l'intégrer dans les outils d'ad serving, on doit passer par la DMP. Donc, sans la DMP, cette campagne, l'annonceur aurait payé beaucoup plus cher que ce qu'il va payer. Le ticket d'entrée aurait été beaucoup plus élevé. Le coût par contact aurait été faible parce que nous n'aurions pas pu garantir, en fait, l'ensemble des 3 critères. Mais pour avoir un nombre suffisant de contacts utiles, il aurait fallu un gros ticket d'entrée pour l'annonceur. Donc, la DMP nous a permis d'une part de garantir ces 3 critères, et d'autre part de baisser du coup le nombre de contacts que nous allions avoir sur le plan média et de baisser le ticket d'entrée. Et le 3e qui n'est pas négligeable pour nous à la régie, c'est que dans la mesure où on peut anticiper une meilleure performance de la campagne, on a pu augmenter nos coûts pour 1000, donc le coût au contact. Donc il y a deux choses là. Dans la slide, c'était comme le nom de notre présentation, c'est comment valoriser l'audience qualifiée. Là, clairement, on l'a valorisé de 2 façons. Non seulement on a pris une campagne qu'on n'aurait pas eue avant, mais en plus on a réussi à vendre à un coût pour 1000 largement supérieur au coût pour 1000 moyen habituel. Donc en gros, on gagne sur les 2 tableaux. L'annonceur, lui, gagne parce que on a pas mal d'annonceurs en fait qui aimeraient communiquer avec énergie mais qui sont sur des niches et qui n'ont pas le ticket d'entrée suffisant pour aller communiquer, on va dire, en vrac en espérant toucher sa cible. Donc très clairement, la DMP nous permet d'approcher une nouvelle typologie d'annonceurs qui sont a priori viendraient pas sur un mass média. Par contre, sur une personnalisation de masse, ils veulent bien venir parce que pour le coup, on leur garantit leur contact et leur ticket d'entrée est assez abordable. Donc pour faire ça, forcément, il faut qu'on fasse cette fameuse personnalisation de masse. Alors concrètement, comment ça se passe ? Ouais, ok, je le fais. On va inverser notre slide. Pas de problème. Pour faire ça, on a toujours eu des problématiques de temps, et la problématique de temps qu'on a voulu maintenir, c'est 4 mois pour un go live sur du média. Ça veut dire que on s'est vraiment intéressé d'abord à toutes les données qui permettaient de mettre en place ce use case média, et qu'ensuite on a créé vraiment des chantiers parallèles avec à chaque fois les mêmes briques qu'on a vues tout à l'heure, mais dédiés aux différents use cases. Et c'est comme ça qu'on a gagné du temps. Ça, c'est le premier élément qui nous a permis de gagner du temps, c'est l'approche. Le deuxième élément, c'est que on a navigué dans une organisation qui est complexe. Et l'organisation d'énergie, elle est aussi complexe que, j'imagine, la plupart des vôtres. Pourquoi ? Parce que vous avez une direction générale, mais plusieurs directions. Au sein de ces directions, vous avez plusieurs units. Au sein des units, vous avez plusieurs équipes. Et au sein des équipes, vous avez plusieurs prestataires externes. Or, vous l'avez bien compris, la DMP, c'est un projet transverse. On n'arrête pas de le dire. Et la complexité, elle se fait dans les donneurs d'ordre, parce que vous avez des directions qui n'ont pas les mêmes objectifs. Vous avez des équipes qui ne dépendent pas des mêmes directions. Vous avez des prestataires externes que vous allez solliciter alors que vous n'avez pas de cadre contractuel avec eux. Et tout ça, ça peut être des freins à votre projet. Si c'est des freins, ça veut dire qu'on ne tient pas les 4 mois. L'objectif là-dedans, c'est de créer un regard extérieur. Ça pourrait être Nextedia, comme ça peut être quelqu'un d'autre. En l'occurrence, si c'est nous, c'est mieux, ça nous arrange. Mais l'idée, c'est qu'on arrive à naviguer au sein justement de ces différentes entités. Le fait d'avoir un regard extérieur, ça crée pas de problème politique. Nous, on est sponsor d'un projet DMP qui est mené au niveau groupe. On n'est pas là pour remettre en question la façon dont est géré le business de telle ou telle business unit, ou quels sont les objectifs de telle ou telle direction. On est là pour faire en sorte que le projet avance. Et ce détachement, ce recul-là, nous permet d'avancer très vite, parce qu'on n'est pas obligé de respecter les process. Alors je sais, c'est pas bien, mais nous, on est des regards extérieurs, et on n'est pas obligé de les respecter, ces process-là. Du coup,
on va préciser à ce moment-là le rôle de chacun. C'est de se dire que le rôle d'énergie, c'est avant tout des sponsors projet. Et ça, c'est vraiment très important. Si on n'a pas la légitimité d'un directeur général, ça va être très difficile pour nous de faire avancer votre projet. Il définit, il porte le besoin. C'est vous, au départ, qui dites « j'ai besoin d'exploiter ma data. Je sais que c'est la NDMP qu'il me faut. S'il faut, on vous accompagne dans cette phase-là. » Ensuite, c'est la vision globale des projets. Le Kanban, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi, à quel moment, quelles ressources j'ai disponibles, quel budget je suis prêt à allouer. Et enfin, j'évangélise en interne. J'évangélise en interne, c'est extrêmement important. Leroy y reviendra par la suite, c'est un Rex qu'on a fait tous les deux à la fin du projet et qu'on avait peut-être un peu sous-estimé à un moment. C'est qu'on a besoin de dire, redire et encore redire pourquoi la DMP est utile. La DMP, je comprends, au départ, c'est un outil, c'est une solution, c'est un éditeur qui vous fournit une solution, donc ça transforme pas votre business. Mais le problème, c'est que si ça transforme votre business, l'implémentation d'un outil va changer votre business. Et c'est très difficile de le faire dans ce sens-là. Le rôle d'Adobe, c'est évidemment l'expert technique de la solution, c'est celui qui la maîtrise le mieux, c'est le support fonctionnel, c'est celui qui vous forme à l'utilisation de cette plateforme, et c'est votre lien continu en tant que client avec votre éditeur. Il faut savoir que je prêche pour votre paroisse, Alexandre, en ce moment, c'est que il y a un Customer Success Manager qui est dédié à chacun des comptes chez Adobe, ce qui permet à chaque fois d'avoir un point d'entrée unique dans lequel vous pouvez avoir l'ensemble des problématiques, etc. à remonter. J'insiste pas trop. Le rôle de Nextedia, comme je disais, c'est de vous aider à comprendre en quoi une DMP ça peut être utile pour vous. Donc on va détecter et programmer les use cases qui seront les plus intéressants pour vous, en fonction évidemment du ROI, de votre problème de planning, etc. On a un rôle, comme vous l'avez compris, de facilitateur et d'accélérateur, encore une fois par l'expérience, par notre expertise de la solution et par le fait qu'on ait un regard extérieur. Et enfin, on a une connaissance de projet transverse, donc on est capable de mettre en place les éléments de pilotage qui permettent de maintenir toujours un rythme assez constant et assez rapide sur ce type de projet. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Une fois qu'on a mis ce projet en place et qu'on revient sur ce qu'on a dit au départ, qui est de dire la personnalisation de masse, j'ai évoqué très rapidement le mot qui est le mot persona, et je pense que Leroy peut vous en parler sur ce qu'on a fait ensuite avec l'audience énergie. Donc nous, évidemment, ce qu'on va chercher d'un point de vue business, en tout cas à la régie et aussi du côté éditeur, c'est d'avoir des personas, d'avoir des cibles, des segments aussi grandes que possible. Donc un persona, c'est quoi? C'est finalement des individus qui partagent un certain nombre de caractéristiques. Donc ces caractéristiques, elles peuvent être socio-démographiques, elles peuvent être le comportement que les gens ont sur le site, qu'est-ce qu'ils consomment comme contenu chez nous, quel web radio ils écoutent, quel titre ils écoutent, quel genre musical ils écoutent, quel genre musical ils écoutent pas, quelle rubrique sur quelle rubrique ils vont aller quand ils arrivent sur notre site, ou avec des données de nos partenaires, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils consomment pas. Donc, une fois qu'on a l'ensemble de ces données, on les regroupe, ça nous donne un persona, et donc qui nous donne l'âge, le sexe, la géolocalisation, le contenu consommé chez nous, le device utilisé pour le consommer, et puis les centres d'intérêt. Donc les centres d'intérêt, c'est souvent de la third party. Il peut avoir de la first party si, en fonction des thématiques qui sont sur nos sites. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un comportement sur notre site permet de déterminer un centre d'intérêt, ça reste de la first party. Si on n'a pas ce centre d'intérêt chez nous, ou si on peut pas le déduire à partir des données first party, on va aller les chercher chez un partenaire. Et l'objectif, évidemment, c'est d'avoir ce type de connaissances sur l'ensemble de notre audience. Donc c'est un objectif. C'est pas toujours possible. Tout le monde n'est pas logué chez nous. Tout le monde n'est pas visiteur récurrent. Et donc on n'a pas une connaissance exhaustive de l'ensemble des gens qui viennent sur le site. On peut l'avoir avec la third party, mais pas forcément avec la first party. Donc tout à l'heure, Émeric parlait de changements qu'entraîne un DMP en interne. Très clairement, pour l'éditeur, le fait d'avoir une DMP et d'avoir la régie qui vend de la data, il y a une chose qui devient très importante, c'est la visite récurrente. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une information sur les individus, c'est bien d'avoir des personas, c'est bien d'en avoir le plus possible.
Encore faut-il pouvoir les retrouver au moment où la campagne va être diffusée. On a vu l'exemple tout à l'heure sur les fans de sport de glisse. On pourrait regarder à l'instant T, c'est-à-dire la semaine dernière, combien avions-nous de fans de sport de glisse sur le site. On va avoir un chiffre. Est-ce que ce chiffre sera le même en janvier ? Rien ne nous le dit. Donc l'objectif de l'éditeur, quand une DMP est mise en place, c'est vraiment de passer sur essayer d'avoir une visite récurrente, d'essayer de vraiment fidéliser l'audience digitale. Ce qui a toujours été plus ou moins le cas, évidemment, de tous les éditeurs de médias. Mais là, ça devient d'autant plus important que on ne vend plus un espace avec un individu qu'on ne connaît pas, mais on vend l'individu. Le site sur lequel il est chez nous, finalement, a peu d'importance. Donc cet individu, il faut qu'on trouve un moyen de le faire revenir le plus souvent possible. Donc, quels sont les premiers résultats que nous avons constatés depuis la mise en place de la DMP ? Nous avons 4 millions de cookies qualifiés sur la socio-démo. Nous avons 100% évidemment de l'audience qui est qualifiée sur le comportemental, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent sur le site, nous savons ce qu'ils font, ce qu'ils font pas, sur quelles rubriques ils vont, etc. Ils sont pas forcément évidemment liés. On n'a pas forcément une connaissance socio-démographique sur tout l'ensemble de ces gens-là, mais en tout cas, on a une information exhaustive pour le coup sur le comportement. Et cette donnée, pour l'interne, c'est extrêmement important. Vous le savez, Énergie, c'est une radio, nous diffusons de la musique, et effectivement, l'information de savoir que tel titre de Rihanna n'est plus écouté par les gens ou il se met à être zappé sur les web radios, ça vaut de l'or. Ça vaut presque plus que tout ce que la régie pourrait faire. C'est-à-dire qu'une radio, l'objectif, c'est d'avoir une durée d'écoute la plus haute possible. Si on l'augmente de 4 minutes, cette durée d'écoute, c'est-à-dire d'une chanson en plus, c'est de la publicité que nous pouvons en vendre en plus, c'est les individus qui sont en plus sur nos radios, et c'est un enjeu assez considérable. C'est typiquement le genre de choses qui rentre aussi dans ce que disait Émeric, c'est-à-dire que le changement qu'entraîne cet outil pour l'ensemble des acteurs du groupe, c'est-à-dire qu'à terme, les programmateurs vont pouvoir savoir quels sont les titres qui ne marchent plus. Et la troisième chose que nous avons constatée sur les résultats, alors ça c'est très récent, c'est que nous pouvons vendre le coût pour 1000 à entre plus 25 et plus 50% en fonction des formats et en fonction des critères de ciblage. C'est évidemment l'objectif que nous avions à la régie. Le but, c'était évidemment d'offrir un meilleur ciblage publicitaire à nos annonceurs, mais aussi de pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires dans un monde où l'audience a plutôt tendance à stagner sur l'ensemble des sites. Il y a de plus en plus d'offres, il y a de moins en moins de nouveaux internautes, donc forcément l'audience stagne ou augmente faiblement. Donc le seul moyen d'augmenter nos revenus publicitaires, c'est d'augmenter notre coût au contact. Et l'autre effet que nous avons, c'est les nouvelles campagnes. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis que nous avons intégré la DMP et que les commerciaux vendent des contacts, enfin des cibles et non plus uniquement des marques, nous avons pu répondre à des problématiques d'annonceurs, comme je vous disais tout à l'heure, qui avant ne pouvaient pas venir chez nous parce qu'il aurait fallu dépenser beaucoup trop pour eux pour pouvoir espérer toucher leur cible. Là, on peut leur garantir ce ciblage et ils aiment beaucoup le fait de pouvoir le faire parce que il y a très peu d'acteurs qui le proposent pour l'instant. Donc ça permet à certains de sortir de Facebook, par exemple, et pour aller sur un site média où ils peuvent avoir d'autres types de campagnes que uniquement ceux qui font sur Facebook, notamment des opérations spéciales chez nous. Donc, en résumé, les premiers résultats, c'est 4 millions de cookies, où nous avons les données socio-démographiques, 100% de notre audience qui est suivie sur son comportement sur nos sites, ce qui nous donne des enseignements en fait finalement sans fin. On n'est pas arrivé au bout de tout ce qu'on peut tirer comme enseignement sur ce qui se passe. En interne, pour vous donner une idée, nous avons 5000 segments. Les segments, c'est
C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est âge, géolocalisation, device de connexion et comportement sur le site. Quand on commence à croiser tout ça avec l'ensemble de nos marques, ça nous fait plus de 5000 segments possibles. Évidemment, on les exploite pas tous. Certains sont beaucoup trop petites pour être exploités. Certains sont tellement grosses que finalement ça devient un peu tarte à la crème. Je veux toucher les femmes qui se connectent de 8 dans la journée. C'est une cible beaucoup trop grosse et il y a pratiquement aucun annonceur qui nous demande ce genre de cible. Ils sont beaucoup plus niches en général. Et ce qui était très important pour nous et qui se confirme, c'est la possibilité d'augmenter nos contacts et évidemment d'ouvrir un nouveau marché avec des annonceurs plus niches. Sans compter, nous n'avons pas encore commencé ça serait pour 2017, sans compter le fait de pouvoir vraiment exploiter nos data en tant que data provider. C'est-à-dire que sur Énergie, et chez vous, chez tout le monde, il y a des datas que nous sommes les seuls à avoir et que ces datas se monnaient. Il faut trouver l'interlocuteur qui cherche ces datas et c'est une des perspectives de développement sur la DMP l'année prochaine. Okay. Un résumé rapide avant de passer aux questions parce que j'espère que vous en avez plein du coup. Premier élément, réussir à exploiter sa data, ça veut dire être en mesure de qualifier ses audiences. Qualifier ses audiences, c'est définir les données dont j'ai besoin. Le deuxième, c'est savoir mener un projet groupe. Mener un projet groupe tripartite, avec une coordination, une priorisation, un rôle de chacun qui est bien défini. Si j'arrive à faire ça, je suis capable de maîtriser des objectifs de temps. Donc je sais qui doit faire quoi, dans quel délai, et on a tous la même deadline. 4 mois pour un go live sur les use case médias, c'est pas uniquement sur le projet énergie. Il y a d'autres projets qu'on a menés où on a réussi à tenir ce délai de 4 mois. Et avec à peu près le même périmètre que celui d'énergie, même voire un peu plus large. Quatrième élément, c'est atteindre les objectifs de résultat, parce que c'est le premier élément que vous allez devoir défendre en interne. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est des investissements, c'est le coût d'une solution, etc. Donc il faut savoir où est-ce qu'on va. Et enfin, et ça c'est un élément sur lequel a voulu insister Leroy, c'est le changement de prisme. C'est vraiment un projet DMP, ça ne s'arrête jamais. C'est pas parce qu'on a fini le setup, qu'on a fini le déploiement du périmètre initial, que ça y est, c'est bouclé et qu'il n'y a plus qu'à l'exploiter. C'est vraiment un process continu, c'est quelque chose de transverse, qui change la méthodologie de travail, qui change l'angle de travail, et qui nécessite à vos équipes d'être formées, aux compétences d'être renforcées, voire parfois de créer une équipe data dédiée. Comme on a vu, on fait intervenir le service IT, la com, le market, les directions. Ça fait vraiment intervenir tout le monde. Et on crée un objectif commun là où il y avait des objectifs individuels. Un résumé de ces 5 éléments. La présentation sera disponible sur le site de Nextedia, j'espère. Donc normalement vous retrouverez tous ces éléments-là. On a voulu vous mettre un dernier slide qui va être celui qui va permettre de répondre aux questions. On l'a construit avec à ma droite les sources de données, au centre les personas si vous avez des questions sur les personas. Du coup à ma gauche les résultats et en haut les 3 acteurs du projet si jamais vous avez plus des questions de cet ordre-là.